La ministre des Affaires étrangères est en ce moment à Genève, en marge des travaux de la 72e rencontre du comité exécutif du HCR. Kandia Camara a eu plusieurs séances de travail avec des personnalités du système des Nations Unies. Le point de notre envoyé spécial à Genève, Michel Digré. L'accueil est chaleureux et traduit la qualité des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Comité international de la Croix-Rouge. Son président, Christophe Maurer, souhaite que la Côte d'Ivoire continue de jouer un rôle majeur dans son dispositif d'intervention dans la sous-région ouest africaine. Oui, j'ai été très content d'avoir ma première rencontre avec la ministre pour faire le point sur nos relations qui sont excellentes et pour la remercier de la bonne coopération dans beaucoup de domaines, droit international humanitaire et autres, mais aussi pour remercier la Côte d'Ivoire de son hospitalité, pour les activités du CICR dans l'ouest de l'Afrique dans son ensemble. On a un centre logistique en Côte d'Ivoire qui est le plus important centre logistique pour nos opérations dans le Sahel. Après cette séance de travail, la ministre Kandia Camara est reçue par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qui a fait une importante déclaration à l'ouverture des assises de la 72e session du comité exécutif du HCR. J'ai profité du discours d'ouverture pour informer le comité exécutif que j'avais décidé de demander ce qu'on appelle la clause de cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens. Ivoiriens qui ont été déplacés par des centaines de milliers pendant des années et des années. L'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, l'évolution positive vers la paix, vers la réconciliation, fait en sorte que nous pouvons invoquer cette clause de cessation. Cela veut dire que les pays voisins qui encore hébergent des réfugiés ivoiriens vont travailler avec nous pour effectuer le rapatriement de ceux qui restent et qui veulent entrer en Côte d'Ivoire, et pour ceux qui sont maintenant, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dans ces pays, veulent s'intégrer dans ces pays, on va travailler avec ces pays pour l'intégration. Cette décision prendra effet à partir du 30 juin 2022. C'est un exemple pour la région et le monde où il y a tellement de crises de réfugiés qui ne trouvent pas de solution. Donc vraiment, je voudrais profiter de cette occasion, à partir d'ici à Genève, à côté de Madame la ministre, de remercier le président Ouattara qui depuis longtemps parle de cela, et remercier tout le peuple ivoirien pour les efforts qui ont été faits vers la paix et vers la stabilité. C'est une décision que nous saluons, nous Ivoiriens, parce que notre souhait, c'est que tous les Ivoiriens se retrouvent en Côte d'Ivoire, se donnent la main pour continuer la construction de notre beau pays. Nous avons toujours souhaité que ces plus de 300 000 réfugiés reviennent en Côte d'Ivoire, et effectivement, plus de 90% d'entre eux sont revenus. D'ailleurs, je profite pour remercier tous les pays frères qui ont été des terres d'asile pour tous nos compatriotes qui se sont retrouvés hors de nos frontières. La ministre des Affaires étrangères a par ailleurs eu une séance de travail avec Michel Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et une autre avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Adhanom Tedros. Porteur d'un message du président algérien, le chef de la diplomatie algérienne, Ramata Lamara, a été reçu après le chef du gouvernement hier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le ministre algérien a réitéré le soutien de son pays au nôtre. Il a aussi salué l'évolution de la transition en cours dans notre pays. Le ministre algérien a, au nom du chef de l'État algérien, adressé une invitation au colonel Assimi Goïta pour une visite de travail et d'amitié en Alger. Il l'a dit au micro de Fousseni Tunkara. J'ai eu donc l'honneur et le privilège d'être reçu par le président de la transition, chef de l'État, auquel j'ai remis un message verbal de son frère
le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmajid Tebboune. Un message de fraternité, de solidarité, de soutien au Mali, au peuple malien frère dans cette conjoncture particulière. J'ai eu également l'occasion de témoigner au président de la transition, chef de l'État, la disponibilité permanente de l'Algérie d'être aux côtés du Mali, non seulement dans la conduite du processus de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger, mais également dans toutes les activités, les entreprises relevant de relations de fraternité, de bon voisinage et de coopération entre les deux pays. Nos deux peuples partagent un même destin. Ce qui affecte l'Algérie affecte le Mali, ce qui affecte le Mali affecte également l'Algérie. J'ai eu donc également l'honneur, le plaisir de réitérer au président de la transition, chef de l'État, l'invitation que lui a adressée son frère, le président Abdelmajid Tebboune, à l'effet de visiter l'Algérie dans les délais les plus rapprochés qui lui conviendraient. Il y a des avancées, nous en réjouissons. Le comité de suivi de l'application de l'accord d'Alger vient de tenir une importante réunion de la rentrée pour dégager de nouvelles perspectives et pour envisager l'accélération du processus de rapprochement des points de vue entre les parties signataires sur un certain nombre de questions dont nous considérons que la solution devrait intervenir le plus tôt possible sous la forme de compromis animé d'un esprit de responsabilité et de concorde. Cérémonie solennelle d'installation ce matin de la Commission nationale d'urbanisme et d'habitat par le Premier ministre chef du gouvernement, parrain de la cérémonie, créer les conditions pour favoriser une meilleure réorganisation du secteur de l'urbanisme confronté depuis un certain temps à plusieurs difficultés est le but principal de la réactivation de cette commission. Maria Madakou et Souleymane Wali. La présente rencontre est, selon le ministre en charge de l'habitat, le témoignage éloquent de l'intérêt tout particulier qu'accordent les autorités de la 7e République aux questions d'urbanisme, précisément à la planification dans ce secteur. En décidant de tenir la cérémonie de ce matin dans les 6 premiers mois de notre gouvernement et en optant d'y inviter l'ensemble des anciens cadres des sous-secteurs du développement urbain et de l'habitat, nous avons voulu nous remémorer les bienfaits de la bonne marche des organes consultatifs et que très rapidement il soit rendu opérationnel tous les mécanismes de concertation des intervenants dans ces sous-secteurs. Organisée au lendemain de la Journée mondiale de l'habitat et en plein mois d'octobre, désignée Octobre urbain, cette cérémonie intervient après des réflexions poussées. Un habitat décent, dans un environnement sain, et un cadre de vie convenable est indispensable à l'épanouissement de l'homme. Le fait d'assurer sa promotion et de faciliter son accès au plus grand nombre de citoyens, c'est respecter la dignité humaine et garantir les conditions d'un développement harmonieux et durable. C'est pourquoi je tiens à encourager toutes les initiatives déjà engagées dans le domaine du développement urbain et de l'habitat qui cadre avec les objectifs du programme de renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum. Aussi, j'entends accorder une attention particulière à l'actualisation de la stratégie de financement de l'habitat social conformément aux engagements de la déclaration de politique générale. Ainsi, la ville de Niamey et le partenaire du ministère de l'Urbanisme, Kelabou Citoyenneté, se sont félicités de l'organisation de cette cérémonie qui consacre un nouveau départ pour le développement et la restructuration des politiques dans le domaine.
Oumar Moumouni Dogari et Antoine Sowadogo ont saisi l'opportunité pour réaffirmer leur constante disponibilité à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des grandes réformes dans le secteur avant de solliciter l'appui des plus hautes autorités pour l'exécution des politiques essentielles au recadrage de ce secteur afin de permettre le développement harmonieux de nos villes. Et le passeport vaccinal togolais, justement, ne serait pas reconnu en Occident, plus précisément en France, selon certaines informations qui circulaient depuis plusieurs semaines. Et le sujet fait polémique depuis plusieurs semaines, donc. Et la Coordination nationale de la gestion de la riposte apporte des explications sur la situation et donne des directives pour faire reconnaître le pass vaccinal togolais à l'étranger. Nous retrouvons Clarisse Aticlet pour des précisions. L'information a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Le passeport vaccinal togolais ne serait pas reconnu en Occident, plus précisément en France. Des compatriotes auraient rencontré des difficultés lors de leur déplacement à l'étranger. La Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 lève ici l'équivoque. Il y a certains réglages techniques qu'il faut faire pour que les pays d'Europe reconnaissent le passeport vaccinal des pays d'Afrique. Les vaccins administrés au Togo sont des vaccins reconnus par les pays européens et c'est pour cette raison que la France a mis en place un dispositif depuis quelques mois pour délivrer un QR code aux Togolais vaccinés et qui ont le passeport vaccinal. Donc les voyageurs doivent se renseigner avant de voyager, soit auprès de l'ambassade de France, pour qu'ils puissent avoir le lien pour échanger leur passeport vaccinal du Togo en passeport vaccinal français avec le QR code français. Donc depuis quelques mois, il y a toujours cette disposition. Pour voyager librement, sans restriction aucune, les ressortissants du Togo ou étrangers de passage en France doivent faire une conversion de leur passeport vaccinal. Et c'est depuis le 1er juillet 2021 que cette décision est en vigueur en France et dans toute l'Europe.